Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième épisode de Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Depuis le vote de la loi Pacte, pas une semaine sans que la raison d'être ne se retrouve au cœur de l'actualité. Pour ce troisième épisode, nous avons le plaisir de recevoir deux invités engagés et engageants. La première, Nathalie Jiménez, est docteure en sciences de gestion. Elle est aussi conférencière, consultante, essayiste, enseignante et experte en RSE. Avant de fonder Be Concern, son cabinet de conseil, elle a passé la majeure partie de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique. Notre second invité, Olivier Babot, est président de l'Institut Sapiens, qui encourage les entreprises à davantage s'engager dans le débat public, via une tribune qu'il a publiée dans les Échos début novembre. Bonjour à vous, bienvenue dans Purpose Info. J'aimerais commencer par donner un angle plus philosophique au débat. C'est une petite tradition que je suis en train d'instaurer dans mon émission. Monsieur Babot ne m'en voudra pas, j'imagine, après son vibrant plaidoyer dans les Échos sur la politesse, de laisser d'abord la parole à Madame Jiménez. Pourriez-vous nous parler de votre thèse soutenue en 2018 sur le processus de création de valeur par la RSE? Selon vous, quelle est la place de la création de valeur économique dans la performance globale telle que vous la définissez dans ce travail? Merci pour ça. Et pour répondre à votre question, il convient d'abord de définir ce que j'entends par processus de création de valeur par la RSE et vous dire déjà d'emblée que dans cette formulation, le mot valeur, vous voyez, il est au pluriel. Donc, il faut savoir qu'au moment où j'entame ma thèse, on est en 2014, j'ai déjà de longues expériences dans l'industrie. Je suis une professionnelle de l'industrie depuis 26 ans, l'industrie pharmaceutique en l'occurrence. Et le débat qui anime en fait le sujet de la RSE, c'est que, notamment d'ailleurs chez les dirigeants et dans la presse managériale, c'est que la RSE doit non seulement être intégrée à la stratégie, bien sûr, mais surtout au cœur du business model. Pour répondre à votre question, c'est quoi la partie de la valeur économique dans ces travaux-là? Vous voyez qu'en fait, la valeur économique, elle est indissociable de celle de la valeur sociale, de la valeur environnementale. Et on est bien dans cette idée que l'un contribue à l'autre. Et cette notion de profit au pluriel, pour moi, elle est vraiment très intéressante. Pourquoi? Évidemment, une entreprise ne peut être pérenne et d'abord, elle doit faire de la profitabilité économique. C'est évident. Donc, la question ne se pose pas. Mais vous voyez, avec cette notion de profit au pluriel, on se dit que finalement, cette profitabilité ne peut être que aussi au bénéfice de la société et de l'environnement. Et si finalement, elle ne bénéficie pas à la société ou à l'environnement, au moins qu'elle ne se fasse pas au détriment de la société et de l'environnement. Et vous voyez que finalement, on est sur les fondements théoriques de la RSE. Je vous remercie. Pour vous, Monsieur Babot, quelle est la place de la création de valeur, notamment dans les motivations du créateur d'entreprise et dans l'entreprise en général? Alors, tout ce qui vient d'être dit est tout à fait passionnant et juste. Alors, pour ajouter ma pierre, moi, je comprends vraiment la préoccupation RSE, qui en effet est très très large, comme étant en fait la compréhension bien comprise de l'intérêt de l'entreprise à long terme. Voilà. Une entreprise, c'est une sorte de boîte magique. Vous mettez un certain nombre d'inputs, des matières premières, vous y mettez des capitaux, vous y mettez des compétences, des gens, du temps, vous mettez des ressources et théoriquement, si elle est bien faite, il en ressort plus que ce que vous y avez mis. Voilà. Donc, il y a cet effet synergie qui est assez épatant. Alors, malheureusement, dans certains cas, il en ressort moins. Et ce qu'il en ressort, eh bien, il faut prendre en compte l'ensemble des ressources qui ont été utilisées. L'ensemble des ressources qui ont été grillées. Donc, si vous avez, par exemple, pollué un cours d'eau, ça fait partie du moins que vous avez fait. Donc, la compréhension de l'ensemble de l'impact, pour moi, elle est absolument, elle est native dans l'économie bien comprise, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez prendre en compte, évidemment, cette très vieille question des externalités, qu'elles soient négatives ou positives. Externalité positive, évidemment, une création d'emplois qui va permettre de nourrir des familles, des gens de se développer. Externalité négative, naturellement, la pollution notamment. Donc la question, elle est bien celle de la pérennité. Et à travers cette question de la pérennité, il y a puisque vous parliez philo, j'adore ça, il y a cette idée, je crois, du conatus spinozien. Vous savez, l'idée de Spinoza, c'est que tout être vivant, tel qu'il est, cherche à persévérer dans l'être. Cette force de survie, cette volonté de survivre de tout être vivant, eh bien, l'entreprise, qui est une forme d'être biologique d'une certaine façon, cherche à continuer à exister. Donc, le but de l'entreprise, c'est moins le profit que la pérennité. Et pour la pérennité, bien sûr, ça implique que vous ne détruisiez pas l'environnement dans lequel vous vous développez. Je vous remercie. Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, Madame Jiménez? Je vous ai senti… Oui,
oui, non, mais c'est passionnant. Moi, merci pour ça, Olivier. Oui, cette notion de profit, en fait, elle est utilisée en sciences de gestion, vous le savez très bien, pour les chercheurs en business model, qui n'est pas ma spécialité. Mais donc, c'est vraiment dans l'idée de traduire cette notion de profit pluriel dans des capacités et des ressources pour l'avenir, pour l'entreprise. Merci. Donc, il est paradoxal qu'on exige des entreprises qu'elles soient désormais porteuses d'une raison d'être dépassant de loin leurs seuls produits et services, tout en bloquant soigneusement toute forme de participation féconde au débat public, écrivez-vous, Monsieur Babot, récemment. Vous ne donnez pas vraiment d'exemple, me semble-t-il, dans votre tribune de ce que pourrait être cette expression, si ce n'est qu'elles formulent leurs attentes, ce qui me semble peut-être un peu vague. Jusqu'où doivent aller ces attentes ? Outre les attaques externes de politiques pas toujours connaisseurs de leur sujet, comment gérer les dissensions internes ensuite quand on commence à s'exprimer sur des sujets politiques, selon vous? Alors, effectivement, moi, dans les échos, dans ma chronique, j'ai droit à 3500 signes, hein, donc forcément, ça limite un petit peu. Hein, ce n'est pas une thèse de doctorat en 540 pages. Et moi, je regrette, parce que je vois un petit peu le fonctionnement politique, que aujourd'hui, les entreprises ne soient convoquées que pour réaffirmer ce que, en gros, la doxa du moment sur l'égalité, l'inclusivité, très très bien, bon, parfait, l'environnement, bon, mais qu'à aucun moment on leur demande leur avis sur les choses qu'elles connaissent le mieux, c'est-à-dire leur métier. Et qu'aujourd'hui, quand vous êtes, le grand paradoxe, c'est que quand vous êtes un spécialiste d'un secteur, vous êtes la dernière personne à qui on va vous demander des choses. Quand vous êtes une entreprise pharmaceutique, parce que c'est l'ère du soupçon, on va vous soupçonner d'être forcément uniquement intéressé par le profit à court terme et de ne pas hésiter à tuer l'ensemble de l'humanité pour gagner quelques points de profitabilité, et on se méfiera absolument de ce que vous allez dire. Alors que vous avez des choses hyper intéressantes à dire. Merci, c'est plus clair pour moi maintenant. Et vous, Madame Jiménez, quelle est votre opinion sur ces sujets, sur l'expression des entreprises dans le débat public? Doivent-elles s'exprimer plus, moins? Ma réponse, elle va être très claire et je vais aller dans le sens de M. Babot. Je crois que toute entreprise a un rôle politique de par sa nature, de toute façon. D'abord parce qu'elle crée de la richesse sur un territoire, elle interagit avec de multiples parties prenantes, parce qu'elle prend soin de ses salariés, elle anime le bien-être de tout un collectif, des salariés qui utilisent la sphère publique pour venir travailler. Donc, de toute façon, pour moi, il n'y a pas de débat. Et cette notion de contrat social, vous savez, c'est l'idée implicite que l'entreprise, elle a un contrat social avec la société, d'ailleurs, qui se traduit à travers sa responsabilité sociale, à travers les conventions qu'elle passe avec la société, de ce qu'elle va faire, de comment elle souhaite contribuer à la transformation, etc., de la société. Et ça m'a fait penser à cette notion-là et des travaux de Schuman qui lui disaient que finalement, pour qu'une entreprise soit, on va dire, légitimée par la société à faire ce qu'elle fait, eh bien justement, elle doit participer de manière explicite au débat public. Donc, moi, je suis très favorable à ce que les entreprises puissent prendre position sur des choses qui vont au-delà, comme vous le disiez, Olivier, d'aller sur des choses très avancées, la diversité, etc. Mais en même temps, heureusement déjà qu'elles font ça. Moi, la seule chose que je conseille quand même, c'est que si elles vont sur ces débats-là, il faut être assez solide. C'est-à-dire que, vous voyez, il ne faut pas d'injonction paradoxale. Je vous remercie. Alors, pour essayer de créer un peu des dissensions, parce que là, vous êtes peut-être presque trop d'accord, j'ai sélectionné 3 sujets d'actualité qui peuvent peut-être être parlants. Vous pouvez en choisir un ou traiter les 3. Le premier, c'est la décision de Decathlon de ne plus faire de publicité sur CNews. Est-ce un exemple d'expression politique telle que vous l'imaginez d'une marque, ou est-ce que c'est une victoire plutôt de la tiédeur, du politiquement correct? Deuxième sujet, l'affaire Danone, forcément en termes de raison d'être, la première société à mission du CAC 40 qui se retrouve au sein d'un plan à faire un plan de licenciement. Ça a pu provoquer quelques commentaires un peu acides de certains commentateurs. Et dernier sujet, l'affaire entre Pascal Dumurger et Philippe Silbersan suite à la tribune du premier expliquant qu'Amazon, n'ayant pas de raison d'être, ils étaient sans doute condamnés à disparaître, ce qui a provoqué donc une tribune d'un professeur à l'EM, un enseignant-chercheur à l'EM Lyon, Philippe Silbersan, qui expliquait que Amazon avait une raison d'être et que Pascal Demurger n'avait pas compris grand-chose au sujet. Donc voilà, trois
sujet que je lance dans le débat. Si vous voulez commencer, Olivier. Oui, alors ça fait beaucoup. En plus, il y a plein de trucs à dire sur chaque. J'ai plus envie de commencer par le dernier déjà sur le débat de Murger et Zibelsan. En effet, moi j'ai tendance à dire que la raison d'être d'une entreprise, c'est de bien faire les produits qu'elle s'est proposé de faire, les produits ou les services. Et que c'est même plus que ça, c'est ce qui va être le signe de son succès, en fait, c'est sa capacité à survivre. Le grand avantage et la chose formidable pour une entreprise, c'est qu'elle a un juge de paix terrible pour son utilité sociale, c'est ses clients. À un moment donné, peut-être que ça mène à la question un peu Decathlon. Decathlon fait exactement ce qu'il veut, il peut mettre ses publicités où il veut. Bon. Les clients vont aussi voter avec leurs pieds. Ils vont voter en approuvant Decathlon, en y allant plus, ou j'ai vu aussi beaucoup de réflexions en disant je n'irai plus chez Decathlon, donc en y allant moins. Bon. Une entreprise doit convaincre ses parties prenantes, les gens dans son environnement, de son utilité. C'est toute l'idée de ce qu'on appelle le néo-institutionnalisme, vous savez, en théorie de gestion. Et donc, de ce point de vue-là, Amazon, il apporte vraiment de la valeur. Pourquoi ? C'est pas de l'esclavagisme, Amazon, c'est la résultante d'une qualité de service objectif qui est apporté. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes liés mon dernier bouquin parle, mon avis, des gros problèmes posés par l'économie des plateformes, notamment. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de raison d'être et qu'ils sont condamnés à disparaître. Je pense que c'est une grave erreur. Voilà. C'est hyper sympa de se dire qu'on est du côté du bien, ça fait chaud au cœur et puis on peut se faire des gros câlins, mais je ne suis pas certain que ça soit toujours extrêmement pertinent. Voilà. Et alors, Olivier, moi, je boycotte Amazon. Alors, pas parce que ce n'est pas une entreprise qui a pas de raison d'être, parce que pour moi, c'est assez clair, toutes les entreprises ont une raison d'être de nature, par essence. Donc, qu'elles soient définies ou pas, elles en ont une et toutes voilà, il y a eu des créateurs qui ont voulu inventer des produits, qui les ont mis sur les marchés. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Amazon a une raison d'être. Un client, il a un choix à faire. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas acheter sur Amazon pour des raisons qui sont que, effectivement, je trouve que la performance sociale de cette entreprise, elle questionne. Et secondement, au lieu d'être sur un jugement sur cette entreprise-là, ce que je privilégie, c'est de me mettre sur un temps plus long, de favoriser plutôt les commerçants de proximité, c'est de favoriser une autre forme d'économie. L'erreur, c'est de croire qu'une entreprise qui n'a pas de raison d'être va mourir, je ne crois pas. Par contre, là où j'irai un petit peu plus loin de ce que vous dites, Olivier, c'est que je pense que l'entreprise, justement, avec cette notion de raison d'être, elle a la possibilité de re-questionner quand même son rôle sur du plus long terme. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, face aux défis contemporains, et je crois que Bertrand Vallière l'explique très bien aussi dans ce sens-là, je pense quand même l'entreprise, elle a quand même la possibilité quand même de re-questionner son offre. Clarence, je vais vous décevoir parce que je suis d'accord avec Nathalie. Je suis désolé. Elle parle d'or, évidemment. En fait, c'est ça qui est formidable dans le jeu de la concurrence. Il y a des gens de plus en plus nombreux qui vont vouloir des produits différemment, avec d'autres exigences. Par exemple, vont vouloir des exigences sociales, des exigences écologiques, naturellement, vont vouloir qu'il y ait une proximité, ils vont valoriser ça, ils vont même être capables de payer un différentiel de prix parfois important. Et cette demande va créer le développement d'offres, et c'est ça qui est formidable, qui vont être rigoureusement différentes, et des grandes entreprises vont être amenées à totalement changer leur façon de produire. Et c'est déjà le cas, en fait. C'est arrivé. La plupart des grands groupes changent leur façon de produire. L'Oréal ne produit pas ses crèmes de la même façon. Les essais sur les animaux ont été changés, etc., sous la pression du public. Et c'est ça qui est extrêmement puissant, en fait, dans le système du marché. Donc, moi, j'ai trouvé dans l'étonnement face à l'annonce de Danone, à une époque hyper difficile où l'économie vient de reculer comme jamais, où on s'attend à ce que le chômage augmente, j'ai trouvé complètement dingue qu'on s'étonne en fait de l'annonce de Danone. Je veux dire, Danone, il est comme tous les autres. Il n'est pas immortel. Il n'est pas too big to fail. L'État ne viendra pas demain mettre de l'argent dans Danone. Enfin, je ne pense pas. En tout cas, il ne compte pas dessus.
Oui, moi je suis alignée avec ça. Dans l'idée aussi, moi je suis très admirative de cette entreprise quand même, qui, comme vous l'avez rappelé depuis très longtemps, a quand même été précurseur et quand même aujourd'hui, voilà, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Faber soit pas un grand leader et traîne un petit peu, enfin, bouscule cette industrie. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça remet quand même la question de la finance dans ces questions, parce que derrière, de manière sous-jacente, dans la continuité, je lisais la tribune dans Le Monde de Patrick Artus, qui est très bien faite, qui rappelle les niveaux en fait de rendement du capital qui sont exigés sur les organisations. Et c'est ça aussi la réalité de la vie économique d'une organisation. Et tant qu'on aura des niveaux de demande de rendement de capital aussi élevés, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des choix tels qu'ils sont faits aujourd'hui qui peuvent encore être menés. Et puis là, on n'est plus très loin de l'élargissement des finalités dont vous parliez, notamment dans votre thèse, Nathalie. Je vais vous citer ceux qui sont quelques exemples du bien commun tel qu'on peut l'envisager dans l'esprit de la loi Pacte. Est-ce que vous feriez une priorité entre la santé, l'environnement, la lutte contre la pauvreté, par exemple? Est-ce qu'il y a des priorités à faire quand on travaille sur la raison d'être, ou est-ce que ce sont des finalités tellement élevées que de toute façon, il n'y a pas de priorité? De toute façon, vous avez raison, c'est des finalités très élevées et c'est des biens communs qui sont cruciaux, que ce soit la santé, l'environnement ou la pauvreté. Mais vous voyez, ces biens communs, de toute façon, ils sont traduits, ils sont pris en compte dans les objectifs du développement durable. Moi, faut toujours revenir un peu quand même aux concepts un peu mobilisateurs mondiaux, et ils sont intégrés dans ces objectifs du développement durable. Moi, ce que je voudrais souligner surtout, et c'est comme ça aussi quand même que j'accompagne les organisations, les dirigeants à poser les questions, c'est de voir que ces biens communs, en fait, ils sont interconnectés. C'est ça l'enjeu de demain. Piloter et appréhender l'interdépendance de ces grands enjeux me semble être une piste qui n'est pas encore trop explorée et on est trop désiloté. Regardez, si on prend par exemple la crise de la Covid-19 aujourd'hui, on sait que c'est une zoonose. On le sait très bien. On sait très bien depuis longtemps, à travers notamment le concept du One Health, une santé, une planète, que ces pathologies vont de plus en plus émerger. Regardez le conseil scientifique. Moi, je pense qu'on peut s'étonner de savoir pourquoi il n'y a pas un écologue dans le conseil scientifique. Vous voyez, il y a toujours on dissilote les expertises au lieu de les appréhender dans un esprit plus global. Et pour vous, Olivier? Évidemment, je souscris aussi à tout ça. Il n'y a pas à faire de priorité, parce que faire une priorité, c'est en fait renoncer à tous. Et parce qu'on ne peut atteindre chacun qu'à travers, à travers l'atteinte collective, en fait. On est tous chauffés, on n'a plus froid l'hiver et on n'a plus faim parce qu'on a augmenté la productivité agricole. Bon, il faudrait renoncer à tout ça pour sauver la planète. Et ben moi, j'y crois pas. Voilà. Moi, je crois qu'on peut justement, grâce aux technologies, arriver à utiliser des énergies, trouver des sources d'énergie qui soient respectueuses de l'environnement. Donc, on est tous dans la même maison, et quand on est dans une même maison, on a tous les mêmes intérêts, à ce que ça soit propre et à ce qu'on y cohabite de la meilleure façon. Si on reste dans cette idée d'élargissement des finalités de l'entreprise, doit-on toujours, en vertu de l'idée de bien commun, aller jusqu'à, par exemple, interdire certaines activités, obliger les entreprises qui les pratiquent à en changer, par exemple les cigarettiers, demain les viticulteurs ou les producteurs de viande? On a vu les étudiants d'Oxford récemment qui ont voté pour interdire la consommation de viande à la cantine. Jusqu'où cela doit aller, selon vous, Nathalie? Écoutez, quand j'ai vu votre question, je me suis dit finalement, au-delà des finalités, vous voyez, ça questionne l'utilité de l'organisation, des organisations. Et c'est vrai, vous avez raison, Clarence, de souligner ça, parce que dès lors qu'on considère que la notion de raison d'être permet de rediscuter finalement de l'utilité de certaines activités, de la contribution de l'entreprise, ça questionne celle d'une entreprise comme les cigarettiers, comme le tabac. Alors, faut-il pour autant interdire ces activités-là? C'est un débat qui est difficile, il n'est pas nouveau. Évidemment, vous trouverez toujours des fumeurs qui vont vous expliquer qu'il y a un intérêt pour eux, une utilité, évidemment. Mais sauf que dans la substance de ces produits, il y a quand même des substances qui vont les rendre dépendants, donc qui vont nuire à leur santé, qui vont les tuer. Donc au moins que cette industrie soit hyper taxée et que surtout cette taxe permette d'être en lien avec beaucoup plus de recherche médicale publique, par exemple. Après, sur les autres types de projets, moins aussi, on va dire, exclusivement nocifs,
Moi, je crois beaucoup, et on en a parlé tout à l'heure avec Olivier, je crois beaucoup à la régulation par la pression de la société civile. Et vous voyez, l'exemple des étudiants d'Oxford, c'est exactement ça. On voit bien que la société civile peuvent être des acteurs, les arbitres de demain. Donc, typiquement, c'est eux qui vont faire évoluer les propositions de valeur, l'existence ou non de certains produits, de certaines marques, etc. Donc, je serais plutôt partisane pour être très dure avec des industries qui tuent, tout simplement. Et vous, Olivier? Alors, c'est là qu'on ne va pas être d'accord. Parce que moi, mon poil se hérisse quand on veut m'expliquer ce qui est bien pour moi et quand on prétend me dicter mes comportements en fonction de ce qui est bien pour moi. Personne n'est aujourd'hui obligé de fumer. Sur la cigarette, l'État a objectivement permis l'évolution des comportements. Bon, mais il y a des moments, c'est quand même des minorités actives dont le problème, ça ne va pas être de changer leur propre comportement, mais de faire changer les autres de façon autoritaire. C'est ça, moi, qui me choque. Que vous n'aimiez pas la viande, que vous n'en preniez pas, très bien, vous êtes libre de ne pas en prendre. Et si demain, les autres gens décident de le faire, eh bien, il n'y aura plus de gens qui… Vous ne ferez plus de viande si vous n'arrivez plus à vendre votre viande. Hein. Mais que vous en soyez à imposer par différentes politiques, par différentes techniques d'agit-prop, vos décisions à tout le monde, eh bien, le problème, c'est qu'il n'y aura plus de limites. Hier, vous alliez nous interdire des choses parce que c'était mortel, puis parce que c'est nocif, puis parce que c'est inutile, parce que c'est luxueux, superfétatoire, pas bien. Et là, vous allez introduire la morale dans le champ de la liberté. Et c'est là que je suis extrêmement inquiet pour ce qui est en train de se passer. Je vais quand même réagir parce que je suis aussi foncièrement une libérale, Olivier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est différent. Je trouve que c'est différent. Et je pense que entre interdire, en tous les cas, légiférer d'une manière fortement sur un produit dont on sait qu'il tue, entre des produits futiles, etc. Bien évidemment, heureusement qu'il faut des produits futiles et de légèreté, etc. Mais ce qui m'intéresse dans le raisonnement, c'est pas tant l'enjeu moral. Ce qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi on interdit un médicament comme le Mediator, pourquoi on interdit des médicaments dont on sait qu'ils sont nocifs, okay, et qui coûtent cher. En plus, en termes de santé publique, parce que c'est quand même ça l'intérêt derrière du tabac, c'est que le tabac, les gens qui fument, ils sont peut-être libres, et vous avez raison, ils sont libres finalement d'acheter un produit qui vont nuire à leur santé. Mais derrière, c'est l'argent public pour les prendre en charge, etc., etc. Donc la relation n'est pas si évidente que ça. Pourquoi finalement on mène ce raisonnement pour un médicament? Pourquoi on ne mène pas pour le tabac? Donc, c'est juste ça qui est intéressant. Je dis juste que c'est intéressant et que donc, ça mérite de poser le problème sous cet angle-là. Moi, je ne suis pas favorable aux interdits de par ma nature, évidemment. Personne n'a envie d'une société où on interdit les choses. Donc, c'est pour ça que le débat n'est pas simple. Mais je crois vraiment qu'il mérite aussi d'être posé sous cet angle-là. Puis n'oublions pas quand même est-ce qu'on est vraiment libre quand on est drogué, hein. Je ne suis pas pour interdire, évidemment, ce n'est pas dans mes convictions profondes, mais par contre, je trouve quand même que le débat mérite d'être posé quand on sait les coûts humains, les coûts de santé publique, les coûts sanitaires que ça a, parce que ça, c'est quand même de l'argent public in fine. D'accord, mais juste pour ajouter, malheureusement, les études montrent qu'on peut être addict à peu près n'importe quoi et qu'on est en grande partie, par exemple, addict facilement à l'alcool et aux écrans. Voilà. Et donc, avec je suis d'accord, c'est pas simple. L'alcool et les écrans. Et limiter le temps d'écran, vous savez, c'est le régime chinois qui l'a fait. Il a limité le temps de jeu des jeunes Chinois de façon autoritaire. Pour finir, vu qu'on arrive au terme de l'entretien, si vous voulez juste dire un mot sur ma dernière question. Comme avec les démarches qualité qui ont précédé, on reproche parfois à la RSE et aux normes comme l'ISO 26000 ou aux labels comme Bicorp, Lucie, Positive Impact, de faire perdre beaucoup de temps et d'argent en procédure, de n'être pas assez adapté à la spécificité des entreprises, à leur secteur d'activité, etc. Comment concilier besoin d'un système universel et efficacité en termes d'impact des actions réellement accomplies? Nathalie, si vous voulez. Oui, alors vous avez raison, les approches, alors en gestion, on dit générique, hein, qui ont tendance à être universelles et déclinées. C'est vrai que ça pose toujours un peu des problèmes hein, pour de façon à les adapter. N'empêche que, vous avez cité différentes choses. Moi, je ne suis pas partisane des labels parce qu'in fine, les gens veulent le label, on perd le sens. Je suis plutôt partisane au développement de référentiels sectoriels. D'ailleurs, pas que moi. Hein, la plateforme RSE, comme vous le savez, sous l'égide de France Stratégie, a lancé toute une dynamique de référentiels, justement,
notamment sectorielles. Il y a beaucoup de fédérations qui se sont appropriées ces sujets. Donc, je pense que là, on est dans la bonne direction. Et d'autant plus que je pense que les entreprises auront beaucoup plus de facilité pour s'approprier ces sujets-là si les fédérations l'ont bien structuré, les ont rendus très pragmatiques et les accompagnent in fine step by step. Merci. Olivier, un point de vue sur le sujet? Oui, cette question de la complexité, elle est totalement absente de la réflexion écologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se fout des entreprises depuis belle lurette. C'est-à-dire qu'on ne se met jamais du point de vue des entreprises. C'est vrai pour la décision publique de façon générale et c'est vrai pour la décision publique écologique. À aucun moment, on veut, probablement parce que nos dirigeants sont des hauts fonctionnaires qui ont été sélectionnés à 24 ans et qui voient leur salaire tomber le 28 du mois sans aucun problème toute leur vie. Mais à aucun moment, on se met du côté de l'entrepreneur, et en particulier quand vous êtes des petites entreprises ou des petites PME, on se met de leur côté et on essaie de comprendre que ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté ou de la volonté de continuer à polluer la rivière qui est juste à côté d'eux. C'est qu'il y a une complexité pratique en général dans l'obéissance à l'espèce de tapis de bombes de normes qui leur tombent dessus en permanence. Un grand merci d'avoir participé à Purpose Info. Merci de votre invitation. Merci. Merci, elles étaient pertinentes, votre question. Oui. Ainsi s'achève ce 3e épisode. J'espère qu'il vous a captivé. En tout cas, ce résumé a été là pour vous donner les meilleurs moments. Et merci par avance de venir vous abonner à la chaîne YouTube, au podcast et de faire vivre le débat par vos commentaires sur les réseaux sociaux. Notre prochain épisode en janvier réunira Pascal Demurger et Philippe Silbersan. Bonne fête à tous et on se retrouve au mois de janvier. À bientôt.